Bon, ben, on va commencer cette quatrième séance de la saison 2024-2025 des lundis numériques de l'INHA. Cette séance a pour titre Des livres d'art multiformats au musée du Louvre. Antoine Van Dyck, catalogue raisonné et tableau du musée du Louvre, et peut-être un peu plus. Elle va être menée par trois intervenants. Camille Souris, qui a été éditrice au service des éditions du Louvre jusqu'en janvier 2024 et qui est aujourd'hui éditrice au musée d'Orsay. Elle a dirigé et suivi le projet éditorial de Van Dyck en 2022-2023 et a démarré le projet des stèles puniques de Carthage. Ensuite, nous aurons une intervention dans la continuité de Cécile Gau, qui a travaillé aux éditions du Louvre jusqu'à l'été 2024 et qui occupe actuellement un poste d'éditrice au Louvre-Lens. Elle a réalisé le suivi éditorial des stèles puniques de Carthage, le deuxième livre multiformat, dont nous verrons aujourd'hui s'il est en ligne. Et puis enfin, Julien Taquet nous présentera des designers, développeurs, concepteurs de chaînes d'édition. Il a travaillé pour Coco, Collaborative Knowledge Foundation, depuis sa création jusque maintenant. Il fait partie de l'équipe fondatrice de Page.js, qui est une bibliothèque JavaScript pour permettre la fabrication de livres à partir des technologies du web, un projet qui est financé par Coco. Il a conçu la chaîne d'édition de Van Dyck et l'a adaptée pour le deuxième ouvrage. Donc je crois que c'est Camille qui va commencer sa présentation. Je vais donner accès au partage d'écran. Voilà. C'est parfait. Écoute, je te donne la parole. Merci Jean-Christophe et merci à toute l'équipe de l'INHA pour cette invitation. Je suis très heureuse de venir vous parler de ces beaux projets. Donc pour ma part, je vais vous parler du catalogue Van Dyck, dont j'étais la responsable d'édition, et aussi vous parler plus généralement du projet des ouvrages multiformats au musée du Louvre. Cécile vous parlera du deuxième livre multiformat, Les stèles puniques de Carthage, dont la mise en ligne est en train de se faire en ce moment. Peut-être qu'à la fin de la journée, ce sera bon, mais voilà, on est dans des enjeux techniques pour cette mise en ligne. Et Julien Taquet donc, vous présentera la chaîne d'édition. Donc, ce catalogue Van Dyck, c'est le catalogue des 34 peintures de Van Dyck ou d'après Van Dyck conservées au musée du Louvre. L'auteur en est Blaise Ducos, conservateur au département des peintures du musée du Louvre. C'est un ouvrage qui a été publié en 4 formats: un site web, un format EPUB, un format PDF léger téléchargeable et un format PDF imprimable et imprimé à la demande. Il a été publié en mai 2023 aux éditions du Louvre. 18 mois de travail ont été nécessaires pour la réalisation de cet ouvrage. Nous avons travaillé avec 3 personnes à l'extérieur du Louvre, donc, qui étaient Nicolas Taffin pour l'édition, Agathe Bèze pour la conception graphique et l'intégration des contenus, et Julien Taquet pour le développement de la chaîne d'édition. Nous avions un double objectif avec cette publication, donc publier des ouvrages multiformats, publier ce catalogue Van Dyck en accès ouvert, mais aussi élaborer une chaîne d'édition réplicable pour pouvoir élaborer d'autres ouvrages sur ce modèle et évidemment la mettre après en accès ouvert, libre de droit, pour proposer cet outil à d'autres éditeurs ou d'autres musées qui pourraient s'en inspirer ou utiliser tout ce qu'on a créé pour publier même des ouvrages multiformats. On voudrait travailler avec la méthode dite du single source publishing, ce qui a posé un certain nombre de défis quand on travaille sur une maquette complexe, très illustrée, avec des images ni-texte, des principes graphiques. Voilà, une mise en page basée sur la maquette et la double page, ça nous a demandé du travail de conception et beaucoup de travail de mise en forme et de mise en œuvre. Je voudrais commencer tout d'abord par vous présenter le site web, qui est vraiment la manifestation la plus évidente et la plus intéressante de notre travail. Et je voudrais, le fil rouge, tout ce que je peux vous montrer, le fil rouge de notre réflexion, ça a été de vous montrer comment on a pensé pour faire un livre au format web qui imite graphiquement et dans sa navigation la façon qu'on a de consulter un livre, et comment on a repris tous les codes du livre pour créer ce site web. Donc, si je bascule sur le site web, voilà. Donc, cet ouvrage qui est en ligne sur un espace de publication du musée du Louvre. Donc, ce site web a tous les contenus d'un livre, c'est-à-dire que vous trouvez une couverture, une table des matières, et tous les contenus que vous allez trouver dans cet ouvrage sont vraiment ceux d'un livre, c'est-à-dire qu'on a des
des pages liminaires, préface, avant-propos, remerciements. On a des essais, on a une partie catalogue avec un ensemble de notices. Et on a ensuite des annexes avec bibliographie, 3 index, des crédits photos, un colophon. Je vous montre un petit peu le feuilletage, une préface, un avant-propos, des remerciements, le premier essai, le deuxième essai, un aperçu de la partie catalogue, et après toutes les notices qui défilent une par une, jusqu'à la fin. Je vais directement à la 34e notice, qui se présente de cette façon, puis la bibliographie, le premier index, le deuxième index, le troisième index, les crédits photos et le colophon. Donc vous avez vraiment tous les contenus d'un ouvrage qui a fait par ailleurs l'objet d'un travail d'édition très soigné, qui a été, enfin, tout ce qui a été mis en œuvre est strictement identique à ce qu'on aurait mis en œuvre pour l'édition de n'importe quel livre d'art. On a travaillé avec donc, une éditrice, moi-même, une correctrice, un photograveur, une iconographe, etc. Toute l'équipe qui a été mise en place est vraiment l'équipe de réalisation de livres d'art tels qu'on fait aux éditions du Musée du Louvre. Mais on a aussi imaginé la forme, une forme qui vraiment imite celle du livre d'art. Donc, on a commencé donc, par une page d'accueil que moi j'appelle une page de couverture, en reprenant les codes graphiques des éditions du Louvre, une image pleine page, un logo d'éditeur, un titre, un nom d'auteur, dessous un texte de 4e de couverture. On a repris vraiment donc ce vocabulaire du livre, c'est-à-dire que pour entrer dans le livre, on propose un bouton qui s'appelle « Lire ». On n'a non pas un menu, mais un sommaire. On n'a non pas des informations crédits, mais un colophon, etc. Donc, on a vraiment repris tous ces codes et repris ce vocabulaire du livre. La navigation dans le livre aussi a été pensée de manière très linéaire comme dans un livre. On peut ou feuilleter en sautant d'un texte à l'autre, ou à tout moment revenir au sommaire et pareil, accéder, pouvoir sauter de page en page exactement comme quand on utilise un livre, on passe par le sommaire. C'est même, le sommaire a été placé sur la gauche, c'est quelque chose que la graphiste Agathe a fait de manière très intelligente. Quand on ouvre un livre, le sommaire il est toujours à la main gauche, ce qui est au début du livre. Et donc on l'a placé à gauche de la même façon. On a un petit peu transformé la notion de page, c'est-à-dire que quand on feuillette, on passe d'une page à l'autre. Ici, on passe plutôt d'une unité éditoriale à l'autre. Et effectivement, toute la page se scrolle plus qu'elle ne se feuillette. Mais une chose qui était très importante pour moi et enfin, voilà, pour l'équipe quand on a imaginé ce livre, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque page, on ne trouve rien d'autre que la fin du texte. Il n'y a pas à la fin d'une page, quand on scrolle pour aller plus loin ou voir d'autres œuvres de la collection, enfin, voilà, il n'y a pas de contenu caché. On doit pouvoir, quand on feuillette le livre de page en page ou de notice en notice, se dire qu'on a un vrai feuilletage avec un vrai aperçu du contenu de l'ouvrage. Ce principe de scrollage de la page, c'est d'ailleurs quelque chose qui s'inscrit pour moi dans la tradition du livre, en fait. Les livres sur rouleau étaient aussi des livres qui enfin, voilà, ce scroll et cette notion de rouleau existent dans l'histoire du livre, et c'est pour ça qu'on a numéroté les paragraphes, comme dans l'histoire du livre, on numérote les passages ou les versets quand on agit dans des contenus. Et un principe aussi qui a été le nôtre, là je suis sur une notice, ça a été de travailler sur de reproduire la notion de double page quand on est dans une maquette de livre illustré. Ici, vous voyez, quand on est dans une notice, on a le texte à droite et on a toujours l'image à gauche qui reste fixée et on peut lire et dérouler le texte avec l'image qu'on a toujours sous les yeux, comme si c'était dans une page en regard. Et à chaque fois qu'on clique sur une image, on peut ouvrir n'importe quelle image et l'avoir toujours sous les yeux pendant qu'on lit le texte. Voilà, donc les personnes qui ont travaillé, enfin toute l'équipe qui a travaillé sur la conception de cet ouvrage au format web, ce sont toutes des personnes qui viennent du monde de l'édition, qui ont une formation, qui sont formées à la typographie, la mise en page. Vraiment, l'intérêt, enfin ce qui a été vraiment passionnant dans notre travail, c'était trouver où on mettait le curseur, comment on utilisait le web pour imiter le livre et trouver vraiment le bon ajustement entre le web et ce qu'il fallait faire pour imiter le livre sans aller trop loin non plus, sans créer des choses trop artificielles. Donc là, on a travaillé donc avec une forme, un design qui en réalité fonctionne parce que ça parle immédiatement au lecteur de ce type d'ouvrage.
On a profité néanmoins d'avoir tous les outils du web pour enrichir les fonctionnalités du texte. Donc, par exemple, ici, vous avez des petits paragraphes qui se déplient. Dans tout catalogue de collection, vous avez voilà, un numéro de notice, un nom d'auteur, un titre, une image, un petit cartel descriptif. Les notes sur l'état de l'œuvre qui peuvent se déplier, ce qui permet donc de gagner de la place pour arriver, par exemple, il y a des notices qui sont, il y a des, par endroit, c'est extrêmement long, donc quand je suis par exemple sur ce type de notice, c'est bien d'arriver directement au contenu, et si je clique sur une bibliographie, là je vois une bibliographie énorme, et ça permet de pouvoir la déplier uniquement si on le souhaite, sans que ça gêne la lecture pour arriver au début du texte. Les notes sont cliquables avec un petit volet qui s'ouvre en volet de gauche pour avoir accès aux notes, pareil, qui peut rester ouvert pendant la lecture. Donc on peut avoir vraiment sous les yeux et la note et le texte et sauter d'une note à l'autre. On va fermer comme ça, on voit la note. Les références bibliographiques qu'on présente en abrégé comme dans les catalogues imprimés. C'est un petit côté factice, on aurait pu les mettre au long. Et donc elles sont présentées de manière abrégée. Quand on clique sur la référence abrégée, on a la référence longue qui se déplie et qu'on peut copier-coller, que ce soit dans le pavé bibliographie ou dans le volet des notes. On a des... Après, voilà, on utilise les outils du numérique pour faciliter la lecture, mais on peut avoir des renvois d'un texte à l'autre. Si je vois, par exemple, dans l'essai numéro 1, voilà, quand on fait référence à une œuvre du catalogue, le petit appel, la quête 18, est cliquable pour aller directement sur la notice qui est citée. Les appels de figures aussi sont cliquables. Vous avez les figures qui s'insèrent dans le texte. Donc, si je clique ici sur figure 2, ça m'ouvre la figure 2 ici. Je peux la refermer. Et et voilà. Et on a également dans les fonctionnalités du texte une recherche plein texte. On peut faire, on a toujours accès à la petite loupe et on peut faire la recherche plein texte dans le catalogue. Et si je tape par exemple, on a tous les résultats qui s'affichent de la recherche qui s'affichent en contexte, pour que l'on puisse aller voir ou pas le résultat de la recherche si ça nous intéresse. Et puis enfin, parce qu'on est dans un livre d'art, on a introduit des outils de manipulation des images. Si je vous prends par exemple, voilà, donc en fait toutes les œuvres peuvent s'ouvrir dans une visionneuse dans laquelle on peut zoomer pour naviguer sur les détails de l'œuvre. Donc les œuvres du catalogue s'ouvrent dans les visionneuses, mais également toutes les figures de comparaison, et on peut déplacer la visionneuse pour pouvoir mettre en regard une notice et la figure de comparaison côte à côte. Et on peut la redéplacer, recontinuer le texte, etc. Donc pour ça, toutes les images ont été découpées et tuilées pour mettre en place dans la visionneuse la fonctionnalité de Deep Zoom. Ça a été un gros travail, la mise en ligne de toutes ces images, parce que elles proviennent, donc il y a les œuvres de la collection du Louvre, mais il y a aussi tout l'ensemble des figures de comparaison qui proviennent de 80 institutions différentes à qui on a tout demandé. Nous autorisez-vous à mettre en ligne les images dans une visionneuse avec du Deep Zoom? Nous autorisez-vous pas à proposer l'option de téléchargement? Et combien de pixels nous autorisez-vous à mettre en ligne? Et combien de pixels nous autorisez-vous à télécharger? Donc une par une, toutes les images, on a adapté la chaîne d'édition en les redimensionnant et en n'activant pas la fonction de téléchargement. On a également mis en œuvre dans ce livre web quelques liens de renvoi externes. Par exemple, donc sur une page de notice, on a toujours un renvoi vers le site des collections du Louvre qui permet d'avoir accès à la fiche de l'œuvre sur le site des collections. En réalité, le nombre de liens vers l'extérieur a été assez limité parce que voilà, on concevait le livre vraiment comme quelque chose d'assez clos, vraiment comme formant un tout. Le but n'était pas de faire des références dans tous les sens, mais vraiment de les cibler et aussi évidemment de faire des liens vers les ressources les plus pérennes possibles.
c'est dans les notes, mais aussi et surtout dans la bibliographie qu'il y a des liens. Quand la bibliographie s'appuie sur des ressources en ligne ou sur tout simplement des publications scientifiques qui ont un DOI, c'est là qu'on a mis les renvois. Et enfin, pour pouvoir utiliser le livre, à toutes les pages, on a indiqué comment citer ce livre. Donc, que ce soit depuis la page d'accueil, comment citer cet ouvrage, on fabrique une référence bibliographique. Et après, texte par texte, notice par notice, on indique dans le pied de page comment citer la page qu'on est en train de lire, pour pouvoir utiliser ce livre en ligne comme une vraie référence bibliographique. Voilà pour le petit tour de l'ouvrage. Hop, je remets ça. Donc c'est un ouvrage qui existe en plusieurs formats. Donc, je viens de vous présenter la version web et je voulais vous montrer aussi la version PDF. Alors, la version PDF, je l'ai ici. Donc, il existe de ce livre une version PDF qui ressemble à ceci. Et je voulais vous la montrer pour vous dire que on a un très joli PDF imprimable de livre d'art. Et qu'avec une maquette très soignée qui a été travaillée avec la graphiste Agathe, mais aussi avec l'éditrice moi-même et avec l'auteur, et que chaque élément, chaque texte, chaque image de ce PDF a fait l'objet d'un travail éditorial absolument le même que s'il s'était agi de n'importe quel ouvrage imprimé. Donc, on a la plus grande homothétie possible, la plus grande correspondance possible entre les formats numériques et le format imprimé, donc le format PDF que vous voyez là. Donc, on a repris, voilà, ce sont les mêmes polices, les mêmes couleurs, voilà, enfin, on a transposé au maximum tous les principes de mise en page. Parce que l'objectif, donc dans cet ouvrage multiformat, c'était d'avoir vraiment que les formats soient citables entre eux, enfin soient vraiment fonctionnent ensemble, soient citables entre eux et donc soient identiques. Et donc par exemple, pour rendre les formats citables entre eux, comme dans la version web, on n'a pas de numéro de page, c'est ce qui nous a fait numéroter tous les paragraphes de la version PDF. Donc, tous les numéros de paragraphes que vous avez vus sur la version web, ici, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3 de la notice numéro 1, vous avez exactement la même chose. Enfin, la correspondance a été faite. Donc là, c'est en train de se charger. On retrouve, enfin, voilà, la chaîne d'édition a fabriqué des numéros de paragraphes pour tous les formats. L'affichage est en cours. Enfin, vous les voyez, je ne suis pas exactement au même endroit, mais voilà, les numéros de paragraphes sont présents dans toutes les versions de l'ouvrage. Et donc, cette stricte homothétie de tous les formats, et c'est toutes les numérotations qu'on a mis en place de paragraphes, mais aussi de textes. Voilà, on cite l'essai 1, on cite l'essai 2, on cite le paragraphe 56 de l'essai 1, on cite le paragraphe 3 de la notice 4. Enfin, tout est absolument numéroté. Ça nous permet la citabilité entre les formats et a aussi une application très importante. Cet ouvrage, malgré ses formats numériques, n'est pas destiné à être mis à jour. Vraiment à aucun moment, et c'est vraiment une question qui nous est régulièrement posée, est-ce qu'avec votre version web, vous pouvez mettre à jour les contenus? L'objectif est de ne surtout pas le faire, parce qu'on va perdre la citabilité entre les formats. Et c'est vraiment la logique de l'édition, enfin de la publication scientifique. Si on veut mettre à jour les contenus, on fait ou un erratum, ou un addendum, ou une deuxième édition, une édition revue, fichier. Voilà, comme ça se fait en édition scientifique. Je voulais vous parler un tout petit peu du contexte aux éditions du Louvre. Pourquoi est-ce qu'on a fait cet ouvrage? Pourquoi on l'a fait ainsi? Donc, notre objectif premier, c'était de trouver un format numérique pour les publications scientifiques, pour leur permettre une large diffusion, un libre accès, et de s'inscrire pour les publications scientifiques dans le contexte de la science ouverte.
En édition scientifique, le format numérique évident, c'est celui, enfin le lieu de diffusion évident, c'était celui des plateformes de revues, comme Open Edition par exemple, ou Kern, enfin vraiment les plateformes de publication de revues et d'ouvrages. Et c'est un endroit qui nous a paru pas forcément le plus adapté pour le format particulier de l'édition scientifique en musée, qui est celui du catalogue de collection. Donc c'est ça qui a aussi motivé notre envie de trouver ce format numérique adapté, ce qui nous a poussé à développer cette chaîne d'édition. Le livre numérique aussi, donc le contexte du livre numérique, qu'est-ce qu'un livre numérique? C'est considéré comme un fichier dit détachable, enfin, c'est un format de fichier détachable qui peut permettre la lecture hors ligne. On connaît le format, e-book, le format, c'est le format EPUB. Donc le format EPUB, c'est quelque chose qui se lit sur une liseuse ou sur un terminal avec une application de lecture dédiée. Et en réalité, ce n'est pas quelque chose qui correspondait exactement à notre besoin de catalogue de collection, puisque c'est quelque chose qui présente une page, qui est une mise en page sur laquelle on ne peut pas reproduire la double page, c'est une page simple. La maquette, on ne peut pas travailler une maquette sur un EPUB, puisque le principe de l'EPUB, c'est d'être recomposable. On peut changer la taille de la police, on peut changer. Voilà, ça ne correspond pas à nos besoins de catalogue de collection. Donc, si c'est pas vraiment adapté, pour nous, c'était quand même important de produire un EPUB parce que c'était ce qui permet, déjà d'une part, ce qui permet le référencement en librairie, en bibliothèque, c'est ce qui permet de disséminer, c'est ce qui permet de trouver sur les librairies en ligne, les plateformes de téléchargement en ligne. Et c'est aussi un point important, le format du livre qui répond aux normes et standards de l'accessibilité. C'est un livre qui peut être lu par des outils de lecture, de synthèse et des outils de lecture automatique. Et donc, pour ces deux raisons, c'était important pour nous de faire l'EPUB. Comme on a produit un PDF pour la version imprimée et que c'est ça qui porte la maquette et la pagination, on l'a aussi mis en accès ouvert, mais en réalité, c'est peu adapté à la lecture sur écran. Et c'est le format web qui est la forme idéale au service du contenu et de tout ce qu'on a voulu mettre en œuvre pour le contenu. Mais c'est, à mes yeux, moins un livre stricto sensu, pas moins que l'EPUB et le PDF. Et donc, parce qu'on n'était pas sur une plateforme d'édition dédiée, ce qui était très important, les trois principes qu'on a suivis, qu'on a essayé de garantir au maximum, vraiment les trois axes qu'on a essayé de travailler dans chacun des formats des ouvrages, c'est la pérennité, la citabilité et le référencement. C'était vraiment ces trois points qui fait qui sont les trois atouts des plateformes de diffusion d'ouvrages scientifiques. Et comme on n'y est pas, ces trois points, pérennité, citabilité, référencement, étaient vraiment les trois axes à garantir dans chacun des formats. La pérennité sur le web, on l'a garantie autant qu'on a pu par un ensemble de choix technologiques qui ont fait qu'on a produit un site statique, c'est-à-dire qu'un livre, c'est un objet statique. On a mis en ligne un ensemble de pages HTML et de CSS. Ce sont des technologies, des standards de web extrêmement simples qui n'ont pas besoin de maintenance, qui ne présentent pas de failles sécurité parce qu'on n'est pas dans une logique de serveur, c'est vraiment un site statique. On l'a hébergé non pas sur le site du Louvre lui-même, mais sur un site à part, livre.louvre.fr, pour être certain que une refonte du site ou de vitrine d'une institution ne paraissait pas l'endroit idéal pour faire une publication pérenne. Il fallait un site dédié. Et on a créé on a attribué un DOI à la publication numérique pour pouvoir, par les services de résolution d'URL, pouvoir accès à... si l'URL devait changer ou s'il fallait l'héberger ailleurs, on pourrait mettre en place une redirection d'URL. L'EPUB est un format pérenne parce que c'est un format standard, mais surtout, que ce soit l'EPUB ou que ce soit le PDF, comme c'est un format qui se duplique, qui peut se disséminer, la longévité des contenus numériques, c'est aussi par la duplication et par la dissémination. Donc, c'est vraiment, ces formats détachables, pour moi, sont très importants pour garantir la pérennité du contenu numérique.
Et c'est comme l'imprimé d'ailleurs, c'est parce qu'il est disséminé dans les bibliothèques qu'on assure voilà, sa pérennité, le fait que si un exemplaire se perd, on peut en trouver un autre dans une autre bibliothèque. Et par ailleurs, parfois on me dit, mais votre livre en ligne, il a des coûts de stockage, moi je réponds en général, mais l'imprimé aussi, il y a des coûts de stockage dans les bibliothèques. On a assuré la citabilité du format web par donc la citabilité par ce que je vous ai montré à chaque page, comment citer cet ouvrage, et puis on le trouve aussi dans le colophon. On a répété tous les ISBN, on a les URL, la référence bibliographique. Ça nous permet pour aider la citabilité de la version web. Et les URL sont stables et pérennes. On a mis une URL par œuvre. On a vraiment imaginé comme les plus pérennes possibles. L'EPUB se cite avec une référence bibliographique standard, la version imprimée aussi, la version PDF aussi. La version PDF porte la pagination qui sert à citer, mais surtout, voilà, tout ce que je vous disais, l'ensemble des formats portent tous une numérotation, que ce soit la numérotation de texte, la numérotation de paragraphe, la numérotation des notices, la numérotation des figures, la numérotation des notes, tout ça rend l'ensemble parfaitement citable. Et le référencement de la version web. Donc, comme cette version web a été reliée à un certain nombre de ressources déjà disponibles sur le web, le site du Louvre.fr, les collections en ligne du musée du Louvre. On a aussi fait des liens depuis les éléments Wikidata des œuvres de Van Dyck. On a, grâce à tout ça, un excellent référencement de la version web. Moi, l'essaie, mais quand je tape juste Van Dyck dans Google, on est dans les 5 premiers résultats. Donc ça, c'est peut-être aussi merci la visibilité de Louvre.fr. L'EPUB se retrouve dans les bibliothèques et les librairies numériques en ligne, etc. Et le PDF, comme on a levé tous les droits auprès de l'auteur et auprès de tous les fournisseurs d'images, on a pu le déposer sur AL sans souci. Tous les droits étaient levés pour une version numérique. Donc voilà, on a aussi ce PDF, aussi cette pérennité, ce référencement grâce à la plateforme AL. Donc ça, je mets cette petite slide, je vais passer rapidement, mais ça, c'est une évidence pour tous les éditeurs, mais c'est quelque chose qui est moins évident quand au sein d'un musée ou d'une institution, on se dit comment mettre en ligne notre collection. Vraiment, tout le travail qu'on a fait, tout ce qu'on imaginait, l'objectif, c'était d'être sur le catalogue général de la BNF, c'était d'être en librairie, c'était d'être en bibliothèque. Et vraiment, le gros de notre travail et tout ce qu'on a mis après dans la chaîne d'édition, c'était ça. Enfin, l'objectif, en plus de la mise en ligne, c'était ça. Je voudrais citer... Pour moi, c'est très important de citer le musée du Getty, qui a été une très forte source d'inspiration dans tous les modèles de catalogue de collection en ligne qui prennent des formes très variées, plus ou moins livres, plus ou moins liés aux bases de données des musées, plus ou moins sites web dédiés, avec plus ou moins de fonctionnalités. Le modèle que le Getty a mis en place parmi tous les musées anglo-saxons dans le monde qui ont mis en ligne des collections était celui qui nous a le plus inspiré parce qu'ils ont aussi créé une chaîne d'édition qu'ils ont appelée Quire, qui sert à faire ces livres multiformats, exactement comme on l'a fait au Louvre. Et voilà, c'est en regardant ce qu'ils ont fait, en comprenant ce qu'ils ont fait, parce qu'ils documentent beaucoup leur chaîne d'édition Quire, et avec laquelle ils publient plein d'ouvrages, que de mon côté, je me suis dit, ils ont tout compris au Getty, et il faudrait qu'on fasse pareil. Et c'est comme ça qu'après, on a mis en place ça au Louvre. Mais voilà, on a une très forte... Le musée du Getty nous a beaucoup inspiré avec leur chaîne d'édition pour ce qu'on nous a fait, pour ce qu'on a mis en place au Louvre. Je voulais aussi faire une petite note sur l'accessibilité, qui est un sujet qui intéresse particulièrement les éditeurs en ce moment, puisqu'on a une obligation du livre numérique qui va arriver au courant d'année 2025. C'est quelque chose qu'on a vraiment pu travailler avec Van Dyck et on en est vraiment très content. On est dans le contexte d'une institution publique qui avait déjà depuis un certain nombre d'années l'obligation légale de mettre en accessibilité les contenus numériques. Donc pour le musée du Louvre, c'était quelque chose qui était extrêmement évident à travailler et à mettre en place. Notre livre numérique, l'e-book, il est au format EPUB 3, qui répond aux normes de l'accessibilité. On a, avec l'équipe qui a été vraiment tout à fait efficace sur ce sujet, et je les en remercie, on
on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit parfaitement accessible, c'est-à-dire qu'on a une structuration très fine des contenus. On a travaillé évidemment dans la version web, au contraste des couleurs, à la description des boutons. Enfin, voilà, on a vraiment beaucoup travaillé ces questions d'accessibilité. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est pour toutes les images, il y en a 230 dans l'ouvrage, c'est créer des textes alternatifs et des descriptions longues pour toutes les images de l'ouvrage. Et voilà, pour proposer un ouvrage qui répond à cette exigence d'accessibilité pour un livre illustré, c'est quelque chose dont on est vraiment, vraiment très fiers et très heureux. Voilà pour la présentation de Van Dyck. Je vais laisser la parole à Cécile, qui va vous parler d'un ouvrage, du deuxième ouvrage multiformat des éditions du Louvre, qui est terminé pour le Louvre et qui est en train d'être mis en ligne en ce moment. Si tout va bien et si les tuyaux numériques sont avec nous, il devrait être en ligne ce soir. Et je laisse la parole à Cécile. Merci beaucoup Camille pour cette présentation très complète. Donc je vais prendre le relais sur les stèles puniques en partageant mon écran. Donc les stèles puniques de Carthage au musée du Louvre. Donc c'est un travail de production qui a commencé mi-2023 et qui a pris à peu près 15 mois de travail. Le suivi éditorial a commencé avec Camille jusqu'à son départ du Louvre au mois de janvier. Donc j'ai pris la suite. C'est un livre qui a été dirigé par Hélène Lemot, qui est conservatrice en chef au département des Antiquités orientales. Et on a des auteurs et des autrices qui sont épigraphistes, géologues, restauratrices. Et on a aussi beaucoup travaillé avec Salima Aman, qui est chargée d'études documentaires au département des Antiquités orientales et qui a été vraiment notre très précieuse interlocutrice pour tout ce qui concernait la gestion de la partie catalogue, dont les contenus sont ceux d'une base de données et qui ont été travaillés en lien avec la base de collection du musée du Louvre. Donc c'était le même but que pour Van Dyck, donc produire un livre au format web, EPUB, PDF et papier. On retrouve donc plusieurs similitudes. Au niveau de la charte graphique, on a donc le même design, les mêmes fonctionnalités de texte et d'image. Je vais vous montrer un petit peu le même type de navigation, sommaire, voilà, auteur, préface, avant-propos, remerciements et ensuite les essais. Donc tout ça, c'est vraiment le même principe. Voilà, ensuite on a la partie catalogue avec les notices et ensuite les annexes. Alors, on a quand même pas mal de différences. Euh, donc les essais ont été écrits par plusieurs auteurs différents, contrairement à Van Dyck. Et la grande différence va se retrouver sur les notices. Donc on va avoir des notices beaucoup plus courtes. Voilà. Quasiment que descriptives en fait, hein, quasiment identiques à celles qu'on va retrouver sur le site des collections du Louvre. Mm, mm. Les renvois et les différents appels s'appuient sur des numéros de notices et non plus des numéros de paragraphes comme c'était le cas pour Van Dyck. On le voit dans l'index épigraphique par exemple. Donc voilà. Donc l'index épigraphique qu'on a vu, c'est vraiment un principe d'index en archéologie. On a des tables de correspondance plutôt que des index de noms. Le grand changement aussi, c'est donc le nombre de notices, parce que là, on va avoir 1383 notices. C'est assez considérable. Ça fait 1383 notices courtes au lieu de 34 notices longues qu'on avait pour Landic. Et donc, ça nous a conduit à penser complètement différemment la page catalogue.
Donc, on va se focaliser un petit peu sur la page catalogue maintenant. Donc, dans les stèles, on a ce grand catalogue de 1383 stèles qui sont chapitrées en mission archéologique, donc qu'on retrouve dans le sommaire. Donc, c'est voilà, chapitré par mission. Et on peut également filtrer ici les missions qu'on souhaite voir. Et donc là, ça nous montre que les stèles en rapport avec ces missions-là. Donc, dans la version numérique, on a donc ce système de filtre qui nous permet de sélectionner la mission, mais aussi euh, depuis le sommaire. Donc, quand on clique sur une mission, on va se retrouver avec les stèles de cette mission-là. On a ce rectangle rouge qui apparaît bien pour l'indiquer. Donc voilà, il y a deux solutions pour activer ce filtre. Donc cette page catalogue est plus considérée comme le catalogue en lui-même. On peut mieux naviguer dedans grâce aux fonctionnalités qu'on lui a ajoutées. Ici, on s'éloigne un peu donc, du système de feuilletage qu'on avait pour Van Dyck, hein. Et on a deux autres fonctionnalités qui ont été ajoutées et qu'on a choisies en fonction des axes scientifiques de l'étude du catalogue. C'est un filtre sur les motifs, donc les motifs représentés sur les stèles. Ça correspond à l'essai 4 sur l'étude épigraphique qu'on a ici. Donc, c'était important de pouvoir avoir ce filtre. Non, je ne suis pas dans le bon essai, pardon. Étude iconographique. Voilà. Donc, si on veut voilà, trouver une stèle avec, par exemple, un motif de mouton, on filtre. Et là, on a des moutons. Voilà. On peut aussi faire une recherche par numéro. Donc, si je veux, si je veux le AO 23 51 6. Donc voilà, je vais retrouver la stèle. Et ce qui était important aussi, c'est de pouvoir filtrer par numéro 6. Euh, on a le CIS, donc, qui est le Corpus Inscriptionum Semiticarum. C'est le premier catalogue des inscriptions puniques et néo-puniques de ces stèles, établi fin 19e siècle. Et donc, sa numérotation, ça reste la référence pour les épigraphistes. Donc, avec la recherche par numéro 6, CIS, c'est très important donc, que les épigraphistes puissent voilà, rechercher en fonction de cette numérotation. Donc là, on retrouve la stèle dont le numéro est 586. Voilà. Donc, si on veut feuilleter le catalogue, on a cette option de feuilleter les stèles ainsi. Et si on a actionné un filtre, on va reprendre le mouton. Là, on peut naviguer en conservant le filtre. Donc, ça nous permet voilà, de pouvoir garder le filtre, mais on peut aussi aller directement sur la page de la notice. Donc, on clique dessus et on accède à voilà, la page de la notice. Donc, ça double un peu le contenu, mais ça nous permet de pouvoir citer plus facilement la stèle. Donc,
C'était quand même très important pour nous de pouvoir avoir une URL copiable et facilement citable. Donc, dans les renvois, pareil, dans les renvois du catalogue, euh, on va avoir un lien. Donc là, on a pareil, on les renvoie, ils nous renvoient vers la page de la notice. Et ça va être pareil si on a besoin de la citer depuis un autre site web. Donc, c'est cette URL qu'on va utiliser. Le PDF. Donc, dans le PDF, contrairement à Vendic, donc, on n'a plus une notice sur plusieurs pages, mais une page contenant plusieurs notices. Donc, ça a impliqué pas mal de changements dans la chaîne d'édition pour fabriquer cette partie, ce dont Julien vous parlera juste après. Donc, on a mis au point une grille de 3 par 3. Alors là, c'est pas un bon exemple parce qu'il y a une stèle qui est plus grande qu'une autre, mais je vais vous partager le PDF. Donc, voilà, on a une grille de 3 par 3 pour les stèles et pour leurs notices. Donc, ça a été fait avec une mise en page semi-automatique. Donc, on avait de base 9 stèles par page, donc 9 notices sur la page de gauche, 9 images sur la page de droite, mais avec des possibilités de personnalisation éditoriale. On a certaines stèles qui ont été identifiées par Hélène Lemot, donc l'autrice, comme plus importantes que les autres. Donc, on a rentré l'information dans la chaîne d'édition qui a recalculé la mise en page et replacé la stèle désignée en plus grand, comme ici, par exemple. Et on a rééquilibré ensuite les pages qui en avaient besoin. Donc, sur la mise en page semi-automatique, euh, voilà, on s'appuie donc sur ce principe du single source publishing. Donc, on a une composition automatique et tout le contenu se met en page et se remet en page automatiquement dans tous les formats à chaque fois qu'on intègre une correction. Mais on a des outils qui nous permettent de garder la main sur le placement de tous ces éléments. Donc, on a fait un travail de maquette finalement tout à fait classique. Agathe, la graphiste, a fait une première proposition de mise en page du texte et des images. Et on a eu plusieurs séances ensemble pour retravailler la mise en page, demander des modifications de placement jusqu'à l'obtention d'une maquette validée. Donc voilà, le single source publishing, c'est pas la promesse d'une mise en page facile à faire parce qu'il faut quand même des compétences très spécifiques pour une élaboration sur mesure d'une maquette de livre d'art. Je vais faire défiler un petit peu les essais pour que vous voyez. Mince. Alors, je suis trop loin. Donc, une remarque aussi sur les sources, les contenus qui ont servi à fabriquer le catalogue, parce que là aussi, ça a été un peu différent pour Van Dyck et pour les stèles. Pour Van Dyck, lui, il a été fabriqué à partir d'un ensemble de documents Word qui ont été stylés. Donc, on est parti d'un fichier Word pour chaque essai et un pour chacune des notices. Et tout ce qui concerne les images a été fabriqué à partir du tableau icono fait avec Excel, qui contenait la description des clichés, des droits, le crédit photo, la définition autorisée, mais aussi la description des œuvres, le texte alternatif et la description longue. Et c'est tout. Pour les stèles, ça a été un peu différent. Donc, toute la partie catalogue a été gérée à la fois avec un ensemble de fichiers Word qui contenait le contenu des 1380 notices de stèles, stylées extrêmement précisément par Salima Aman, donc, qui est chargée de documentation, comme je le disais tout à l'heure, au département des Antiquités orientales.
et qui a fait le pont entre les contenus du catalogue et ceux de la base de données des collections. Et donc avec un grand tableau Excel, on a appelé entre nous le tableau pilote, qui a permis de gérer tout le catalogue, voilà, comme une base de données. On a créé un numéro qui a permis de servir de numéro pivot pour numéroter toutes les stèles, donc pour classer les notices et pour renuméroter tous les appels de notices dans les textes. Et ce numéro a aussi servi à faire le lien entre les contenus du tableau Excel et celui des fichiers Word. Donc, pour chacun des éléments de description d'une stèle, on a déterminé si l'information devait venir de la source Word ou du fichier Excel. Et on y a aussi entré d'autres éléments comme les crédits photos. Voilà. Et on a ici les motifs. Voilà. Ce tableau, on l'a aussi utilisé pour générer automatiquement les tables de correspondance qu'on a vues en annexe, qu'on a en annexe donc dans toutes les versions. Donc l'objectif, voilà, c'est pas seulement de mettre des contenus en ligne avec un joli design, mais bien de faire un livre multiformat et une chaîne d'édition réutilisable. Donc chaque format, tous les formats en fait ont été pensés en même temps. Il n'y a pas une version qui découle de l'autre. Et dans le processus de travail, on s'est calqué sur des processus éditoriaux habituels en édition, avec les méthodes utilisées par les acteurs de la chaîne du livre. Les auteurs, les autrices, les correctrices, les éditrices ont travaillé avec des sources en Word stylées. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Julien qui pourra vous parler un peu plus de la chaîne d'édition. Et j'arrête le partage. Voilà. Bonjour tout le monde. Je vais essayer parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et ça tombe bien parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais on va essayer de faire un tour complet. D'abord, le principal truc, merci Cécile, Euh, c'est qu'un livre comme ça fonctionne si on a une équipe qui marche. Et le premier truc et le plus important, c'est l'équipe. Donc, les portraits de ces belles personnes que sont Agathe, Nico et Hervé. Euh, Agathe, donc, qui était designer graphique sur le projet. Nico et c'est compliqué de dire qui a fait quoi parce qu'on touche tous un petit peu du code, on touche tous un petit peu du design graphique, on touche tous un petit peu de la métadonnée, mais il y a des trucs sur lesquels on se sent plus ou moins à l'aise les uns les autres. Donc si on devait vraiment réduire qui avait fait quoi, et ce serait un gros mensonge puisque c'est un gros travail d'équipe, Agathe est plutôt à la direction artistique, Nico est plutôt à la gestion de vraiment de la question éditoriale de qu'est-ce que c'est un livre, comment ça fonctionne en aide avec Camille. Et Hervé, il est toujours là en train de nous dire, non, c'est pas comme ça que ça marche ce que vous voulez faire, c'est comme ça et comme ça. Ok, merci Hervé. Et il est juste 90% du temps, ce qui est fatigant parce qu'on pense avoir des bonnes idées et ça marche pas. La première chose, c'est donc les gens. La deuxième chose, c'est les outils. Si on veut fabriquer un livre comme on l'a imaginé nous, c'est-à-dire être en mesure de faire un site web, une version EPUB, une version imprimée, il faut qu'on ait des outils qui nous permettent de gérer tout ça. Le premier parti pris, quand on avait commencé à parler avec Camille au tout début, c'était de regarder ce que faisait Quire, qui est véritablement l'outil du Getty, qui utilisait un Jekyll, qui est un moteur de fabrication de sites web statiques. Je vais en dire deux mots très très rapidement. Mais qui commençait déjà à être un petit peu vieux, qui avait un petit peu des problèmes d'organisation des contenus. Et à peu près à ce moment-là, moi, je travaillais sur d'autres sites avec un outil qui s'appelle Eleventy, qui est une merveille, qui en gros est un outil qui va prendre des contenus de tout un tas de formats différents et qui va être capable de transformer ça en des fichiers HTML. Ça tombe bien, le HTML, c'est ce qu'on a besoin pour faire le web. C'est aussi ce qu'on a besoin pour faire l'EPUB, moyennant quelques petites trahisons envers le HTML, on va le dire gentiment parce que je suis plus côté HTML que EPUB. Et c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de faire le print en rajoutant encore un autre petit outil qui s'appelle Pages, qu'on a fondé à Coco avec Adam Hyde, Fred Chezen et Julie Blanc, que j'ai vu dans le chat, qui en gros est un outil qui nous permet de prendre des sites web et de les imprimer. Je vais vous montrer comment ça marche, ça va aller plus vite. La deuxième chose qui était assez importante aussi, c'est que à aucun moment ces outils doivent forcer les utilisateurs à faire les choses d'une certaine manière. Les outils, ils ont vocation à être là où les utilisateurs ont besoin de les avoir et de disparaître quand ils en ont plus besoin. Littéralement, Excel, qui est un super outil pour enregistrer de la donnée, c'est quelque chose de vachement bien pour produire du contenu, c'est quelque chose de très compliqué pour l'utiliser et le rendre lisible. Je dis ça avec une grande pensée pour Salima, qui est
experte Excel et qui est capable à grands coups de baguette magique de transformer des contenus pour les rendre réutilisables dans des chaînes. Donc ça reste quand même des outils qui peuvent servir à produire, mais c'est véritablement ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manipuler du contenu dans Excel se retrouve dans Excel, il va vite, très très vite péter les plombs. Moi, le premier. Et donc, du coup, la première chose qu'on a eu à faire, nous, c'est à comprendre comment l'édition fonctionne. Alors, en vrai, encore une fois, avec Nico, Agathe et moi-même et Hervé, on a une petite idée de comment l'édition fonctionne, puisqu'on en a fait, on a fait beaucoup de livres, on va le dire comme ça, gentiment, surtout Nico et Hervé. Mais il y avait vraiment cette idée que le Excel est un fichier source, le docx est un fichier source, ils ont vocation à être transformés et convertis en fichiers qui puissent être manipulés par d'autres professionnels. Donc dans notre cas, nous, c'est des éditeurs, mais aussi d'autres utilisateurs. Là, l'idée donc première de ça, ça a été de fabriquer des petits outils qui convertissent nos fichiers Excel qu'on a ici, ou notre fichier Word qu'on doit avoir par là, si je dis pas de bêtises. Non, je l'ai fait disparaître, non, il est là. Comme expliquait Cécile, l'idée c'est d'avoir des contenus qui sont fabriqués dans les environnements de travail des gens qui écrivent. Donc les auteurs écrivent dans Word. Un jour peut-être on arrivera à sortir de ça, mais pour l'instant les auteurs écrivent dans Word et Word et Excel, et on se retrouve donc avec ces contenus-là qui sont littéralement mis en style de manière très précise. Alors, le Word sous Mac a une façon très très bizarre de montrer les styles, donc on va pas vraiment pouvoir s'en servir, mais vous allez voir des informations graphiques. On a des informations dans le sein du texte qui vont nous permettre de savoir donc qu'il s'agit d'un titre de niveau 1, qu'ici on va avoir un nom d'auteur, tu l'ouvres méta-auteur. On va aussi avoir des titres de niveau 2, on va avoir des citations, on va avoir des emplacements où des images vont être posées. Et c'est ce fichier Word qui, une fois converti, va être pris par la chaîne, donc pris par Eleventy pour fabriquer du HTML. Ce qui donne à la sortie une conversion d'un fichier Word, celui qu'on vient de voir, est converti donc en HTML et puis en Markdown. Un mot sur le Markdown pour les gens qui ne connaissent pas. De manière très simple, c'est un langage de balisage très léger qui permet de fabriquer de la structure dans du contenu par l'utilisation de petits glyphes typographiques. Par exemple, commencer une ligne par deux H ou deux dièses, ou en fonction de la langue dont on parle, permet de dire que ceci est un titre de niveau 2. On peut absolument avoir une citation si elle commence par un carré ouvrant. On peut même avoir des exposants ici, à condition d'avoir deux circonflexes au début et à la fin. Et puis comme le Markdown n'est pas vraiment un standard, mais il permet tout un tas de choses, on l'a un petit peu modifié pour en faire ce qu'on voulait. Donc on s'est donné la possibilité d'avoir des petites capes, on s'est donné des outils, la possibilité d'avoir des outils qui disent le livre va être imprimé, il faudra vérifier que ce qui est écrit là est tout à fait juste, ou des appels de notes, comme on a ici. Et le plus important, la possibilité d'insérer des figures. Ce fichier Markdown, une fois publié et une fois mis en ligne, rentre dans la chaîne et est converti et fabrique, non, puisqu'on est sur les stèles, mais peu importe, c'est sur le principe, va fabriquer un fichier. Les inserts images vont donner des positionnements d'images, les citations vont donner des citations, bien entendu, là, il n'y en a pas. On va avoir du texte, on va retrouver nos italiques, on va retrouver... Et on a un Markdown qui est fait sur mesure pour ce document-là. Et encore une fois, ce n'est pas les gens qui vont se forcer à traduire du Word dans un Markdown très précis, mais on va avoir un Markdown qui va être fabriqué à partir d'un Word pensé par des humains eux-mêmes. Voilà comment on fabrique des styles dans Word, voilà comment on fabrique du Markdown. Ce Markdown est converti en HTML par Eleventy. C'est trop court pour qu'on puisse rentrer vraiment dedans pour montrer comment ça fonctionne, euh, mais ça me semble important. Notre convertisseur de Word et notre convertisseur d'Excel subit plus ou moins le même principe, nous permet de véritablement définir quel va être notre HTML à la sortie, et donc quel va être notre Markdown à la sortie. Quand on va trouver dans un style Word qui s'appelle l'ouvre notice méta-titre, il va nous fabriquer une div, je ne rentre pas trop dedans, mais une sémantique dans le HTML avec une classe notice title. Ce qui veut dire que quand on fabrique notre page web, on a une sémantique qui est beaucoup plus forte que ce que permet le Markdown, puisque le Markdown n'est pas vraiment sémantique. Mais on fabrique quand même le Markdown qu'on a envie d'avoir et ça permet d'aller très loin. Contrairement à un site web classique où on va avoir des paragraphes et des titres, là on a des paragraphes, des titres et des niveaux de complexité sémantique hyper importants dans le contenu qui nous permettent vraiment d'être standard. Je vous montre ce que ça donne en termes de fichiers qui sont fabriqués, parce que c'est plutôt ça qui est intéressant. Donc on a nos fichiers de contenu, on va avoir, euh, dans le cadre d'Estelle que je vais vous montrer tout de suite après, ça, c'est un article, un essai en l'occurrence,
une unité éditoriale qui a un ensemble de métadonnées. On sait que ça s'appelle l'histoire de la collection, on a les auteurs du texte, on sait que c'est le numéro 2. Je ne rentre pas dans les différentes raisons pourquoi il y a plusieurs 2 et pourquoi il y a... En fonction des différents endroits dans les livres, on va avoir des façons différentes d'appeler ces numéros et du coup, plutôt que de s'embêter à complexifier les outils, on a préféré mettre ça dans les métadonnées. Ça se discute, pour l'instant, c'était le résultat qu'on avait. Et après, on a des choses qui sont vraiment orientées chaîne, quel type de mise en page on va utiliser, quel ordre ça a dans le livre, et ensuite on part avec le contenu. Et là, on a un Markdown qui est déjà pré-signifié en HTML, qui a déjà pris des décisions graphiques parce qu'on est dans un outil de code qui s'appelle Git, et on va avoir déjà des décisions prises de forme qui ne sont pas celles que nous utiliserons pour le livre. Mais ça permet de lire ça. Et la deuxième chose qui est très importante, donc on voyait le tableau, cet énorme tableau qui s'avère, a été converti en plusieurs formats, donc un format JSON, un format YAML, qui sont deux formats de données qui sont très différents. Le JSON, ça ressemble à ça. Là, il y en a une quantité de lignes astronomiques. Il y a un fichier qui fait un méga 22 et c'est que du texte, donc je vous laisse imaginer véritablement la quantité de lignes qu'on a à l'écran. Je ne sais pas si c'est pas 20 000 lignes. Où on a pour chaque œuvre, pour chaque stèle, ouais, pour chaque œuvre, assumons le fait que chaque stèle soit une œuvre. Le fait qu'on ait pour chaque colonne de notre tableau devient une métadonnée. Et de cette métadonnée, on fabrique une sorte de micro-base de données dans un fichier, qui dans ce cas-là est un JSON, mais en vrai, on est très vite passé à du YAML pour pouvoir le manipuler plus facilement, comme ici. Donc on retrouve ceci, c'est une stèle. Ce que vous aviez en JSON, vous l'avez là en YAML de la même façon, qui ont un ensemble de métadonnées. Et donc de ces métadonnées, on fabrique des bases de données. Et dans cette base de données, on va se balader pour pouvoir fabriquer notre contenu. Et il est déjà 26, on s'arrête dans 4 minutes. Comment qu'on va faire? On va sûrement traîner un petit peu plus. Donc on a notre fichier YAML et ça fabrique notre site web. Est-ce que j'ai un site web? Donc on va pas aller sur le Vendic, on va aller sur les stèles. Qui peuvent se cacher ici. Voilà le site d'Estelle sur lequel on a travaillé depuis donc un an et demi, un an, un an et demi, c'est passé trop vite, qui donc, comme on l'a vu, récupère pas mal des idées du premier du Vendic, où on va effectivement retrouver des essais, donc avec des figures, on retrouve encore le système de Deep Zoom, on a gardé véritablement le même principe parce que les livres font collection, donc y compris des livres numériques, le fait de retrouver des mêmes comportements, des mêmes choix graphiques et des mêmes choix typos, ça permet de faire comprendre qu'on est dans la collection de livres numériques. Genre, je ne sais pas, c'est Camille, Cécile, vous pouvez la nommer mieux que moi, parce que je ne vais pas dire que c'est la collection de livres numériques du Louvre, puisque les complexités politiques, je ne les ai pas tout à fait. Mais bref, c'est un projet de livre rendu accessible à l'écran, en EPUB et en PDF. Et donc, véritablement, on retrouve la même collection et les mêmes choix graphiques et les mêmes choix de principe. Sauf que, contrairement au premier bouquin, celui-là a 1400 stèles. 1383, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 1383. Et contrairement au Vendic, où on a 35 4, là, on se retrouve avec une quantité de données tellement importante qu'il a fallu réfléchir à comment est-ce qu'on la rendait accessible. Il y a tout un tas de questions du X et tout un tas de questions de lecture à l'écran. Donc, comme a montré Cécile, on pouvait chercher, il y a pas mal de choses qui sont relativement claires. Euh, Comment est-ce qu'on va pouvoir se balader là-dedans? Comment est-ce qu'on peut aller chercher d'autres stèles? Mais on va pas rentrer là-dedans, c'est pas forcément très intéressant. Par contre, ce qui a été important, c'est de commencer à réfléchir à la traduction pour le papier. Contrairement à d'habitude, avant, quand on faisait des livres et des sites web et que ça devait être cohérent, on demandait à un graphiste print de faire une version print et on demandait à un graphiste web et à son copain développeur ou sa copine développeuse ou inversement de faire un boulot de traduction pour l'écran. Là, il se trouve qu'on met le HTML en premier et on fabrique en même temps, littéralement, ce qui va être à l'écran et ce qui va être sur le papier. La seule information qui est partagée, c'est la structure et la quantité. Encore une fois, on est dans un livre, donc notre sommaire à l'écran va être notre sommaire sur le papier. Et c'est fondamental. On a vraiment cette idée d'homothétie entre le livre et le print. On pourra reparler donc, de ce que parlait Camille, du fait de dire toute mise à jour est une nouvelle édition. On est véritablement là-dedans. Le but du jeu, c'est de rendre accessible ce contenu qui normalement aurait dû être compliqué, trouver à la BNF, aller chercher le format, le prendre à la maison ou commander le livre et d'un seul coup le rendre accessible en ligne à tous. Donc on a notre version web qui est là.
Et ensuite, on a la traduction pour le print. On parlait de Pages.js tout à l'heure. Hop, on va y retourner. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on met ce livre quand on met en page un livre pour le print à partir du web. L'idée donc, c'est qu'on a, ça c'est la couverture, on a littéralement un site web sous les yeux. C'est-à-dire que je peux sélectionner de la même manière que je me balade dans un site web, sauf que ce site web, il est prévu pour le print. Ça veut dire que si je fais commande P, je vais pouvoir imprimer un format, l'enregistrer en PDF et avoir exactement ce que j'ai besoin d'envoyer à l'imprimeur. Mon site web existe, il a son propre environnement de travail, son propre environnement de lecture. Le print existe, il a son environnement de lecture avec un commande P, un contrôle P en fonction des machines, et on envoie ça chez l'imprimeur. Les décisions de mise en page d'essai, c'est des décisions de mise en page très classiques de mise en page où on va avoir un graphiste ou un designer qui va venir prendre des décisions graphiques et on va les implémenter. Contrairement à d'habitude, on aurait un designer qui dit bah, je vais prendre mon image, la sélectionner, la déplacer sur mon autre page, et puis je vais changer le texte et pour rendre ce petit bout-là, le mettre ici. On fait ce qu'on appelle de la mise en page systématique. Ça veut dire qu'on va organiser un certain nombre de règles, et quand ces règles arrivent, elles se mettent en page. Typiquement, les essais commencent avec une page pleine page en page de gauche, et en belle page, on a le contenu. On sait qu'on n'aura pas forcément la place pour la légende en page de gauche, donc on va la renvoyer en page de droite. Et ça, devient une règle qu'on met en place pour tous les départs de chapitres, ou tous les départs d'essai. Et puis ensuite, on a des décisions. Donc, vous voyez, il y a une grille de ligne de base qui a été calée au pixel près, parce qu'on travaille en pixel quand on est à l'écran pour le print. C'est compliqué, mais il y a plein de bonnes raisons pour ça. Mais le but du jeu, c'est véritablement de mettre en place des règles pour pouvoir automatiser le plus possible la mise en page sans que jamais elles viennent forcer la prise de décision d'un auteur ou d'un graphiste. Normalement, cette image, elle aurait dû arriver ici, à la fin du chapitre 1, à la fin du paragraphe numéro 1, pardon. Or, il n'y a pas la place. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on définit, on donne à cette image un ensemble de règles, on lui dit tu vas te déplacer dans le contenu pour pouvoir aller te positionner en haut de la page suivante et ta légende va t'accompagner. Et on va pouvoir faire comme ça sur l'ensemble des... J'ai pris un chapitre où il y avait une image, c'est ça? Ah, il y en a deux, et une page de fin. On va retourner sur un autre chat, sur un autre essai, où il y a un peu plus de... Avec la chance que j'ai, ça va être pareil. Le chargement des images est un peu long, parce que depuis ma petite Provence, avec un temps pas terrible et une fibre qui décide de traîner comme elle a envie, c'est pas la meilleure situation pour montrer des choses en ligne. Et peu importe. Donc là, les images sont des images haute dev qui sont chargées depuis le serveur au moment où la mise en page est faite. Donc là, je suis dans Pages.js, j'ai lancé mon script, il a fabriqué mes pages, il a positionné les images. Agathe et Nico sont venus, on dit, bon, alors cette image-là, on va la vouloir en haut de page, et voilà où va se positionner la légende, celle-ci, et ainsi de suite. Celle-ci est une image verticale. Et on a un vrai travail de graphiste classique, sauf qu'au lieu d'utiliser InDesign, il va utiliser du code. Elle va utiliser du code, en l'occurrence, pour aller positionner les éléments de manière précise. Et donc, on a une fabrication très classique de mise en page, de positionnement des images de la même manière qu'on pourrait l'avoir. Et puis, on arrive dans le gros du catalogue, où là, en l'occurrence, on a littéralement 1800 stèles à poser, 1383 stèles à poser. Et là, on ne va pas les poser à la main, parce qu'en fait, ça va être long. Ça va être long et ça va être coûteux pour tout le monde, et personne va avoir envie de payer pour ça, ce qui serait tout à fait logique. Donc, on se retrouve dans la situation où on automatise cette partie-là de la mise en page. Donc, comme a expliqué Cécile, l'idée, ça a été de dire, on a notre grille de 3 par 3, on aura 9 stèles par case, et on va donner la possibilité aux auteurs, c'est fondamental, de choisir quelle stèle va nécessiter d'être plus importante que les autres. Donc, on a une première passe, on sort nos grilles, puis les autrices et les auteurs vont aller mettre des croix, pour nous dire celle-ci, je la veux plus grande, celle-ci, elle est plus importante que les autres. Et on a un nombre de points. Donc en fait, on a 9 points ici. La première stèle qui est sur la place de 2 stèles prend 2 points. Un point, un point, un point, un point, un point, un point. On arrive à 9, on passe à la page d'après. Même chose. Ici, même chose, on arrive à 9. Et là, on est à 9, un point par stèle, on arrive à la page d'après. Et cette automatisation, ça nous permet vraiment de fabriquer très très vite l'intégralité du catalogue, quasi. Euh, et de fabriquer, de mettre les métadonnées en regard, de pouvoir numéroter de manière concrète et cohérente l'intégralité des stèles et ces métadonnées, et d'arriver à un résultat qui part à l'impression tel quel. C'est-à-dire que vraiment, à la sortie, on a fait un commande P, on a une correction chromie
qui est faite parce que les PDF qui sortent ne sont pas forcément prêts pour l'impression, en tout cas pour celles qu'on utilise pour ce bouquin-là. Donc on prend les PDF, on les nettoie en les passant dans une conversion Chromie pour avoir les bons profils colorimétriques pour l'imprimeur. Et on devrait avoir une version imprimée incessamment sous peu. Et donc ça, c'est notre version web. La version EPUB, c'est beaucoup plus simple que ça, puisqu'en fait, on récupère le HTML qu'on transforme en XHTML, qui est le seul HTML que l'EPUB apprécie. Euh, on compresse tout ça dans un fichier qui s'appelle EPUB et on le met en ligne. Ça, ces choses-là, ça nous permet aussi de faire des choses un peu utiles quand on fait de la mise en page, par exemple. On a cette problématique dans le Vendic d'avoir un index, d'avoir des index en particulier. On va aller les voir ici. Les index des œuvres. Et comme vous pouvez le voir, ils renvoient tous à des positionnements très précis dans le livre. Vraiment très précis. Ça, c'est le paragraphe 9 du 4.9. Paragraphe 9 du 4.9. La problématique qu'on a eue, c'est comment est-ce qu'on fabrique, pour Camille en l'occurrence à ce moment-là, un outil qui puisse lui permettre de fabriquer cet index sans passer de plombe à compter les paragraphes, à savoir exactement dans quel cas il se situe. Donc on avait déjà plus ou moins un index clair avec de la recherche. Camille, tu pourras parler de comment tu as fabriqué l'index, si tu t'en souviens, parce que moi j'ai un léger doute. Par contre, on avait fabriqué une petite page qui doit se trouver ici, qui est l'intégralité des contenus du livre, dans l'ordre, tel quel, sans aucune mise en style particulière, qui permettent par contre de faire beaucoup de recherches. Si je cherche le roi d'Angleterre, il y a un roi d'Angleterre? Non, il n'y a jamais de roi d'Angleterre dans l'index. Si, ici, ou ici, je vais pouvoir commencer à écrire mon index de lieu par exemple, ou mon index de concept par exemple, et j'ai besoin de savoir dans quel paragraphe se trouve Charles Ier d'Angleterre. On a ici un numéro qui est l'identifiant de ce paragraphe-là, ce qui est converti par notre essai paragraphe 60. Ici, s'appelle en fait 61 essai P60. Et en fait, en cliquant sur ce paragraphe, ça va enregistrer dans le... Pardon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Dans le presse-papier, l'identifiant de ce paragraphe-là. Et d'un seul coup, j'ai plus qu'à aller le coller dans mon index. Et au moment où je produis mon livre, il va aller retrouver, il va traduire ce petit code-là en identifiant précis de ce paragraphe. Ce qui fait qu'on peut fabriquer un index sans avoir à passer de plomb à copier-coller des choses qui, pour un humain, ne veulent absolument rien dire. Et l'idée, c'est que d'avoir du HTML qui nous permet de fabriquer nos petits outils en permanence. À chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, ça nous libère complètement d'avoir une grosse chaîne complexe, impossible à manipuler. Et voilà. Et il me semble que ça fait partie des choses que le web permet et qui sont relativement importantes dans ce qu'on fabrique, c'est qu'on a une chaîne qui est pensée pour un type de contenu. Et puis à chaque fois qu'on va avoir un besoin spécifique, on va le rajouter. Je parlais de la mise en page en particulier des... On va se retrouver au bon endroit si possible. Je parlais en particulier de cette mise en page ici des essais. Euh, il n'existe pas de règle en CSS qui fonctionne aujourd'hui qui permette de dire je veux que cette image arrive en haut de la page suivante. Julie, qui est dans l'assistance, pour en parler longtemps, puisqu'elle a fait pas mal de recherches sur la question. Pour ce truc-là, on a été obligé, nous, de fabriquer des petits bouts de script qui permettent de dire, dans ce cadre-là, voilà la mise en page qu'on veut et voilà comment ça va fonctionner. Euh, et c'est le fait de ne pas être limité par des logiciels ou par des outils ou par des pratiques qui considèrent que l'ensemble des possibles s'arrête à ce que les logiciels font, nous permettent vraiment de fabriquer les outils dont on a besoin pour penser les livres du futur, en fait. Et la question de est-ce que c'est un livre imprimé ou est-ce que c'est un livre web, c'est pas une question qui se pose. La question, c'est plusieurs accès différents, différenciés, pour tout un tas de raisons, qui permettent d'arriver à ce même contenu. Voilà, je sais pas s'il y a autre chose que j'ai oublié de dire. Oui, sûrement plein. Mais comme je vois qu'il est déjà 39 et que je sais qu'il y a déjà, à mon avis, des questions dans l'assistance, ou en tout cas que ça va les déclencher, je propose qu'on puisse y passer. Merci Julien. Ben, merci Cécile, merci Camille. Donc effectivement, c'était vraiment une présentation très intéressante avec un sujet, je trouve, très enthousiasmant. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en utilisant le bouton Q et R, questions et réponses, et je les relayerai. Il y a déjà, je pense, j'ai déjà vu passer tout à l'heure une question que je vais immédiatement vous relayer, donc une question de Sophie Dereau, qui est intervenue au moment où Camille faisait sa présentation. Elle
remercie pour cette intervention. Et elle demande si vous êtes-vous assuré que la version web et les formats téléchargeables avaient été collectés par le dépôt légal de l'Internet de la BNF, en précisant que louvre.fr est collecté plusieurs fois par an de toute façon. C'est une question que je me suis posée, Ouais. comment archiver ça. Les collègues de la BNF nous ont dit qu'il y avait un archivage automatique du web qui se faisait et que les EPUB le dépôt légal des EPUB se faisait à ce titre. D'accord. Il n'y avait pas de dépôt légal spécifiquement des EPUB. D'accord. Et par ailleurs, j'ai envoyé une version imprimée du Vendic au service du dépôt légal de la BNF et c'est comme ça que ça a été référencé. Ok. Et j'aurais bien aimé faire un dépôt légal de la version numérique, enfin de les fichiers EPUB, mais ça se fait pas encore. D'accord. Une autre question de Christiane Ferrer. Bonjour, merci pour ces apports de connaissances. Si j'ai bien compris, pour ce projet de livre multiformat, une base de données, entre parenthèses de type Arteo, n'est pas obligatoire, mais des fichiers Excel et Word sont suffisants pour l'élaboration de tout le travail éditorial. Oui, absolument. On a vraiment travaillé de manière classique en édition. On est parti des sources telles que les éditeurs, les auteurs. On a travaillé dans un environnement d'édition, c'est-à-dire Word. C'est vraiment la réalité des auteurs, des correcteurs et des éditeurs. Et effectivement, il y a eu un travail de stylage très fin qui a été fait, que j'ai fait sur tous les. Alors, pour Vendic, c'est moi qui l'ai fait. J'ai effectivement stylé toutes les légendes, toutes les descriptions de chaque œuvre, tous les éléments de texte. Et c'est ça qui a été transformé par la chaîne d'édition. Pour les stèles, il y a 1383 stèles qui ont eu chacun leur page Word. Ça a été stylé par Salima Aman, donc documentaliste dont on a parlé, d'Antiquité orientale, qui faisait le pont en permanence entre ces exports de la base de données des œuvres en ligne et vers les fichiers Word et qui faisait des stylages en même temps qu'elle faisait des fonds. Donc vraiment les compétences de Salima ont été déterminantes parce qu'effectivement, les stèles puniques, c'est une base de données qui existe à la fois en Word et Excel et c'est vraiment les compétences de Salima et sa grande capacité à styler très 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 finement chaque dimension, chaque terme, chaque mot, parfois chaque lettre qui nous a permis après de transformer ça en quelque chose qui ressemble à une base de données, mais voilà, vraiment travailler en environnement Word et Excel en permanence, c'est que ça. Mais ça fonctionne en fait. Finalement, enfin, il est évident que ça fonctionne au niveau du résultat, mais ce que je veux dire, c'est que le modèle finalement est convaincant de travailler dans Word et Excel plutôt que dans un logiciel. Alors, faut voir assez loin dans les capacités de stylage. Moi, je style en utilisant l'expression régulière et Salima le fait. il y a une chose qui est importante aussi dans ce cadre-là, c'est que les Word et les Excel servent d'entrée. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été convertis, ils sont dans la chaîne, ils sont manipulables dans la chaîne. Ce sont plus des fichiers Word et des fichiers Excel. Alors on peut en parler parce que le fichier pilote qui a servi longtemps sur les stèles et qui a fait des allers-retours. Mais au final, ce qui est produit, c'est ça, c'est littéralement un fichier. Oui, ok. Ah, merci. C'est littéralement ce contenu-là qui est ensuite utilisé par la chaîne. Donc véritablement, c'est la conversion dans l'outil et c'est la capacité à être la granularité, la très grande précision de la conversion qui rend possible l'usage d'un fichier Excel ou d'un fichier Word comme base de données en fait. On fabrique une base de données sous la forme d'un fichier. Si ça a été mis en style correctement, ce qui est plutôt le cas, alors là pour le coup, encore une fois, Salima et Camille, on a eu des fichiers qui étaient mais au millimètre près. Enfin, je pense qu'il n'y a même pas un espace qui n'était pas correctement mis en style. C'est précision parfaite. Ça, plus la conversion, fait que le résultat devient une base de données manipulable qui n'a besoin d'être rien d'autre qu'un fichier. Oui, oui, d'accord. Voilà, On revient un peu à l'essence de la base de données. Oui. Tout à fait. Complètement. Une autre question de Véronique Gilles de Lalonde. Bonjour, merci beaucoup. Votre chaîne éditoriale est-elle Creative Commons et donc réutilisable par toutes et tous? Oui. Oui. C'est exactement non. Il y a d'autres licences pour les logiciels, mais ça va être l'objectif là, de travailler à une chaîne d'édition réplicable, réutilisable, moyennant des compétences pour l'utiliser et la manipuler. Enfin, Julien, je te laisse en parler. Oui. Pardon. J'ai Mais réussi à cacher ma toux jusqu'à présent. Ceux qui veulent faire du catalogue de collection, ce serait l'outil. En fait, la réalité, c'est que avec Nico et Agathe et Hervé, on a accepté le projet en grande partie parce que la conclusion de ce projet est un outil open source.
au sens où n'importe qui a le droit de le reprendre, de le réutiliser, de le modifier, de le redistribuer. C'est ce qui sont les trois grandes règles de l'open source. Dans le cadre du logiciel, on ne parle pas de Creative Commons, parce que le Creative Commons, c'est des règles de licence très spécifiques pour les contenus. Dans le cadre du logiciel, il y a des centaines de milliards de licences différentes, mais l'idée, c'est quand même d'utiliser la licence MIT et de la produire. La réalité qui fait qu'on ne peut pas donner le code tout de suite tel quel et de vous dire allez, servez-vous et commencez à faire des choses, c'est qu'il y a une partie de cette publication qui contient l'image de marque du Louvre. Les choix de logo, les décisions de graphique, fait que tout ceci appartient au Louvre. La chaîne en elle-même est libre, la chaîne en elle-même pourrait être utilisée, mais pour l'instant, elle a encore trop de choses qui sont vraiment euh, appartenant au Louvre, de la propriété intellectuelle du Louvre, qui fait qu'on ne peut pas la transmettre comme ça. Pour autant, nous, notre rôle, c'est de rendre ça possible et de rendre le projet utilisable. Il y a un projet avec le Louvre là maintenant de faire une version en marque blanche qui permettra à n'importe qui de le prendre. On enlève tous les oripeaux du Louvre, on rend le squelette accessible et n'importe qui sera en mesure de l'utiliser. Il y a besoin de savoir le faire effectivement. Nicolas Taffin a fait un gros gros travail de documentation qui sera publié en même temps que la chaîne. Donc là encore, c'est une question de temps, le temps qu'on a et l'énergie qu'on va avoir pour le faire rapidement, de produire la version marque blanche. Mais l'idée, oui, c'est que ça puisse être réutilisé. Il y a une autre chose aussi qui est importante dans le même cadre, c'est que Quire a changé l'outil qui leur permet de fabriquer la chaîne. Avant, ils utilisaient Jekyll, ils sont passés à Eleventy, à peu près au même moment que nous, avec juste un léger décalage qui fait qu'on n'a pas pu utiliser Quire euh, pour des questions de timing, de licence. La licence n'était pas encore tout à fait ouverte. Enfin, il y avait pas mal de questionnements qui étaient posés. Du coup, on a fabriqué notre outil. Il se trouve que les petits plugins et les petits morceaux de logiciel qu'on a fabriqués sont tout à fait intégrables dans la chaîne de Quire et inversement. Et du coup, le fait de dire on a non pas un outil unique, universel pour tout le monde, mais on a une chaîne où des petits bouts peuvent être réutilisés à droite à gauche, fait qu'on aura quelque chose de beaucoup plus concrètement réutilisable et où on pourra littéralement fabriquer notre propre chaîne en fonction des envies des uns et des autres. Voilà. Mais si tout se passe bien, en début d'année, on a un repo Git et puis de la documentation qui dit voilà comment est-ce qu'on se sert de la chaîne qu'on a montée pour le loup. Faudra qu'on lui trouve un nom de ces quatre. Et puis voilà. Et justement, moi j'aimerais bien revenir un peu sur aussi l'aspect un peu plus général, c'est-à-dire qu'en gros, cette expérimentation et celle de Quire, ça semble démontrer qu'il y a quand même une tendance à développer ce niveau d'édition numérique qui est à l'œuvre et qui se développe, enfin qui est en train de connaître un vrai dynamisme. Oui, euh, tout à fait. Au Ouais. sein des musées, Au sein qui des musées. publient du catalogue de collection, du catalogue raisonné. D'accord. Peut-être ce sera utilisé après pour d'autres institutions particulières qui veulent faire du catalogue de collection. Mais le fait de vouloir faire un livre en même temps, c'est vraiment une problématique particulière. Il Oui. faut être dans la logique de vouloir publier un format imprimé de catalogue raisonné aussi. Mais je me demandais, est-ce que finalement un livre sur toutes ces 1300 et quelques stèles puniques aurait été publié sur le papier uniquement? Est-ce que c'est un projet qui aurait eu lieu ou est-ce que c'est le fait finalement d'avoir maintenant cet environnement numérique qui le rend possible? C'était un projet d'édition D'accord. de papier à l'origine, à qui on a proposé à Hélène Memo de le faire en petit format. Elle D'accord. était tout à fait partante, mais à l'origine, oui. Mais il y a une grande tradition D'accord. de publication de catalogues de collection. Et D'accord. donc on était vraiment dans cette continuité-là. Et alors, vous avez des relations avec les gens de Quire? Enfin, il y a des échanges un peu sur les choix, comment les projets se développent. Alors, au tout début, au moment où je réfléchissais à ce type de projet, oui, j'ai écrit au Getty, notamment à Greg Albers, pour me poser quelques questions de détail au début, quand je découvrais la chaîne. Et puis voilà, en fait, en voyant comment était fabriqué Quire à l'origine, donc ils n'utilisaient pas Patch.js, mais PressXML, une brique logicielle propriétaire et payante pour fabriquer du PDF à partir du web. Voilà, nous on n'avait pas forcément envie de ça. Par ailleurs, j'avais rencontré les gens de Patch.js qui m'avaient dit qu'il y a moyen de faire la même chose avec de l'outil open source. On aurait pu travailler ensemble et puis en même temps, Quire, donc par cette brique logicielle qui n'était pas open source, puis par le fait qu'ils nous disaient aussi, ben, on peut pas, ils interdisaient un petit peu, enfin, ils ne voulaient pas qu'on modifie la chaîne, enfin, ils voulaient vraiment garder la main sur la chaîne et dans les conditions d'utilisation de Quire, il y avait l'engagement de ne pas la modifier, nous on voulait la modifier. Bon voilà, on s'est retrouvés comme ça sur le projet
d'une autre chaîne d'édition multiformat. Et puis, comme ce que disait Julien, on a fait nos choix technologiques. Et puis, on a appris à peu près en même temps que l'équipe du Getty était en train de faire le même choix technologique pour transformer Quire. Voilà, la question du calendrier a fait que on n'a pas pu attendre qu'eux-mêmes aient terminé de transformer Quire pour faire Vendic. Et on a avancé un petit peu en parallèle sur les mêmes chemins. Mais c'est quelque chose, pourquoi pas, à l'avenir, qui pourrait être envisagé. Donc, comment est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble Ils ont fait un retour sur votre projet ou... Genre, quand Ils c'était mis en ligne, oui, je effectivement. leur ai écrit. Ils m'ont dit, waouh, c'est formidable, dommage que ça n'ait pas été fait avec Quire. Et puis après, ils ont donné Alors, la visibilité à notre projet. Mais il y a un truc aussi qui est important dans la vie des logiciels libres, c'est que, comme on parlait d'universalité, de faire un outil qui fonctionne pour tout le monde, Quire est un produit, c'est-à-dire qu'il a vocation, il est fabriqué pour être utilisé tel quel. Ça fonctionne très bien. En fait, la réalité, c'est qu'il y a une intégration de Pages par donc Fred, qui est le troisième larron de Pages, qui est basé à San Francisco, qui a été recruté par les gens de Quire pour faire une installation de Pages dans Quire bien après, ou pendant, ou en même temps. Enfin, il y a vraiment une question de timing qui n'est pas tombée. Après, il y a la question de la gouvernance des logiciels qu'on fabrique et des décisions que peuvent prendre les gens qui gèrent ces logiciels et le fait d'avoir ou pas la main sur les décisions qui peuvent être prises. Est-ce qu'on aurait pu faire un catalogue Vendic qui est le catalogue d'Estelle avec les outils de Quire? Oui. Est-ce qu'on aurait pu le faire avec autant de liberté que ce qu'on a pu le faire là? C'est pas dit, parce qu'il aurait fallu prendre un logiciel déjà existant, le modifier, peut-être aller même contre lui pour aller faire d'autres choses. Là où le parti pris de la chaîne qu'on a nous, c'était vraiment l'inverse, où on va aller essayer d'être ouvert. Le but du jeu, c'est pas de faire un produit qui est réutilisable très facilement, même si à l'usage, au final, on peut le faire. Le but du jeu, c'est de faire un outil qui ne bloquera jamais personne. Donc ça veut dire que la prise de décision, elle n'est pas tout à fait au même endroit. Quire peut se permettre de faire un support utilisateur pour une grande quantité de personnes parce qu'ils vont tous utiliser la même base de code. Là où la chaîne qu'on a fait, il n'y a qu'à voir les différences de code entre le Vendic et l'Estelle. On ne gère pas du tout de la même façon 1400 cailloux ou 35 tableaux. Je dis cailloux avec le plus grand des respects. Je le dis parce que je me suis fait engueuler par les gens de Clara qui nous disent non mais attends, le caillou c'est très important, chez nous on a des menhirs. Donc je dis caillou avec le plus grand des respects. Mais pour le coup, c'est véritablement ça. C'est est-ce que la chaîne qu'on a, elle est suffisamment solide pour prendre n'importe quel type de contenu? Oui, non. Et est-ce que de notre apprentissage, on peut le transmettre à d'autres qui font des outils équivalents, open source aussi, parce que financer les gens qui font du propriétaire, c'est pas forcément très intéressant. Mais c'est plus dans le partage d'expérience et dans le partage de briques que ça a du sens que dans l'usage d'une chaîne unique pour laquelle, à un moment ou à un autre, il y aura une dispute pour savoir dans quelle direction elle doit aller. Est-ce que les livres ont vocation à avoir des deuxièmes éditions, des troisièmes éditions? Oui, c'est certain. Est-ce qu'ils ont vocation à transformer la première édition? Comme l'a dit Camille, bah, dans le livre, c'est pas sûr. Moi, je sais pas. Il y a d'autres questions et le fait que ces questions puissent être répondues par d'autres personnes qui nous demanderaient pas notre avis, mais qui pourraient faire évoluer un logiciel dans un sens ou dans un autre, ça pose question, on va le dire comme ça. C'est pas forcément un problème et les gens de Quire sont adorables, vraiment tous. Moi, j'ai passé un moment à discuter avec eux. Enfin, y a rien à dire. Greg est adorable, l'équipe est adorable. Et c'est pas une question de personne, c'est vraiment une question de si le jour où c'est plus ces gens-là qui gèrent, comment est-ce que ça survit? Et le fait d'avoir plein d'outils, ça nous permet de nous dire le jour où Quire s'arrête, on en aura un autre. Le jour où nous on s'arrête, Quire pourra revenir. Enfin voilà. C'est de la sécurité dans les communs. Je voudrais aussi revenir sur justement le. Alors, je sais que le site sur les stèles vient juste de sortir, mais est-ce que vous avez commencé à avoir un peu du recul sur ce qui s'est passé entre la première édition Vendée et ce deuxième ouvrage en termes de choses qui ont été plus faciles à faire, choses qui ont été plus difficiles? Est-ce que vous commencez à avoir une forme d'économie, enfin je veux dire des efforts comment ça se passera pour le troisième, pour le quatrième? Est-ce que ça réduit, que l'effort à fournir commence à réduire ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. Tout ce qu'on a, enfin, quand on a commencé Vendic, on a commencé d'ailleurs par un très grand dialogue avec l'équipe pour expliquer ce que c'est qu'un catalogue de collection, qu'il y a un essai, une piste. Enfin, il y a eu un gros travail d'acculturation des besoins respectifs pour la collaboration. Donc, effectivement, tout ce travail-là était déjà fait pour les stèles. Et voilà, pour Vendic, on a créé les styles un par un en les imaginant, un par un, en se demandant ce dont on avait besoin. Là, c'était déjà fait. Et pareil pour voilà, la maquette est la même. On a repris
on a repris directement les gabarits. Pour la description des images, c'est quelque chose qui est arrivé un peu tard pour Van Dyck. C'est à un moment donné, on travaillait l'accessibilité. Nicolas Taffin me dit, mais au fait, il va falloir décrire les images. Ah, c'est arrivé à un moment où je n'avais pas eu le temps de le faire et c'est quelque chose qu'on a sous-traité. Pour les stèles, on a décrit les images des essais. Je savais qu'il faudrait faire cette description longue. Et en fait, au moment où je travaillais mon iconographie, où je passais du temps sur les images, à les manipuler, à créer les légendes, j'ai d'emblée créé les descriptions longues. Et en fait, comme ça prend moins de 5 minutes par stèle, je les ai fait. Voilà, ça s'est fait en même temps que je traitais l'iconographie de manière globale. Et ça m'a pas pris tant de temps que ça, finalement. Ça, je trouve ça positif, parce que quand on travaille sur un livre illustré, on passe beaucoup de temps sur son tableau icono. Et se dire que la description des images est intégrable dans ce travail-là, je trouvais ça plutôt une chose positive. D'accord. Julien aussi, par rapport au travail sur les deux ouvrages, quel est un peu le retour Alors, la conversion, on a un système qui est d'une efficacité redoutable. Mais alors redoutable. On prend un fichier Markdown, on l'envoie, on prend un fichier docx, pardon, on l'envoie, on a un Markdown. Terminé. Et on a un HTML à côté pour vérifier. On a été hyper loin sur la stabilité de cette partie-là du process. La fabrication des pages web, c'est pareil. À partir du moment où on veut garder les mêmes codes graphiques, on a un outil qui est vraiment efficace pour produire le suivant. Le seul endroit où il y a toujours du travail, et c'est le seul endroit où il y aura toujours du travail, et Nicolas Taffin qui n'est pas, qui est pas avec nous, mais que j'entends dans mon oreille tout de suite, single source publishing, ça peut vouloir dire tellement de choses et tellement d'idées différentes que où est-ce que s'arrête le single source et où est-ce que commence le travail manuel? Et en fait, c'est là où il n'y a véritablement pas de possibilité de faire plus vite ou mieux. On va le dire comme ça. Quand on prend les stèles ou quand on prend le Vendic, la version web, une fois qu'on a calé les règles, elles ne bougent plus. Dès qu'on va faire du print, ben, les règles, ça change un petit peu. À partir du moment où on a cette séparation entre une page de gauche et une page de droite et qu'on a un contenu et qu'on a une limitation de hauteur, eh ben, il va falloir qu'on fasse des choix. Et ces choix-là, c'est des choix humains. Donc on pourrait demander à la machine de faire les choix à notre place et de décider. Mais à partir du moment où la machine fait des choix, eh ben, la sémantique de la machine, le doute chez la machine n'existe pas. Donc elle sait qu'une image, ce sera là, et puis ce sera comme ça, et puis ce sera comme ça. Là où le fait d'avoir un humain qui va venir faire du travail de mise en page très précise va nous permettre d'avancer. Mais à côté de ça, le fait d'avoir eu Vendic qui nous a permis vraiment de mettre à plat les règles de base et les stèles qui nous ont dit maintenant vous êtes bien gentils avec vos 30 peintures là, mais on va voir avec 1500 objets comment vous vous débrouillez. Ah ben, d'un seul coup, on a une chaîne qui commence à avoir vraiment un ensemble de partis pris graphiques et techniques qui tiennent la route et qui seraient capables de tenir des choses plus compliquées. Moi, je serais très curieux de voir ouais, les questions suivantes, c'est-à-dire qu'une fois que le livre est en ligne, une fois qu'il a sa vie, comment est-ce qu'on annote un livre numérique à l'écran? Comment est-ce qu'on partage nos notes? On parle d'Hypothesis régulièrement comme un outil potentiel de ça. Qu'est-ce que ça veut dire traduire de la vidéo sur le papier? Qu'est-ce que ça veut dire traduire de l'audio sur le papier? Et ces questions de comment est-ce qu'on peut encore réduire les différences entre du print et du web, parce qu'au fond, c'est le même contenu et le fait de traduire à chaque fois ces possibilités-là, ça nous permet de dire, ben, en fait, on rend le contenu lisible par le plus grand nombre de gens possible avec le moins d'efforts possible. Donc en fait, on a une chaîne là où je vois vraiment pas ce qu'on pourrait rajouter à moins qu'un nouveau livre vienne avec des choses plus complexes, mais on en est vraiment au stade où tout ça est tellement carré et fonctionne. Bah, comment est-ce qu'on va pousser la suite, quoi? Comment est-ce qu'on pousse les murs de nos pages imprimées et comment est-ce qu'on pousse les murs de nos pages web? Dernière question peut-être pour Cécile, parce qu'en fait Cécile, si j'ai bien compris, vous n'étiez pas sur le projet Vendée, vous avez travaillé uniquement sur le projet d'Estelle. Oui, c'est ça. Et je voudrais savoir un peu donc comment vous avez trouvé ça plus ou moins simple de rentrer, de partir de cette solution qui avait été mise en place pour Indic et puis de travailler pour produire ce nouvel ouvrage parce que finalement vous êtes vraiment dans la position d'une utilisatrice de la plateforme et voilà et qui peut être le cas d'un certain nombre de personnes qui assistent à cette présentation. Bah, au début, c'était pas évident de rentrer dans le projet en n'ayant jamais vraiment suivi toutes les étapes. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir Camille qui m'a formée vraiment pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
au moment où elle a su qu'elle allait partir. Et donc, c'est grâce à Camille que j'ai pu, et à Julien aussi, on a eu des formations. Enfin, c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu après prendre le relais de Camille, quoi. Et si vous faisiez un deuxième voyage, ou un troisième en l'occurrence, là en revanche, maintenant vous seriez complètement prête à vous y engager par vous-même? Probablement, je pense que ça, oui, oui, ça Ok. pourrait être possible. Bon, ben, je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir fait cette présentation. On va clore cette séance du séminaire des lundis numériques. La prochaine séance aura lieu le 13 janvier 2025. Elle a pour titre La politique d'archivage numérique des archives nationales. Et ben, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine séance l'année prochaine. Merci tout le monde. Merci. Merci.